Bonjour tout le monde, merci pour être de nôtre ce soir. Je m'appelle Maria Gagnan et je suis la directrice des programmes ici à la Fondation Soptapo. Je vous souhaite la bienvenue pour ce qui touche maintenant toute la question du fait qu'on vit avec le cancer et de comment on survit et de la santé mentale. Quand on regarde aux personnes qui ont leur propre background, qui sont passées par ça, il y a une présentation qui est ensuite suivie par une session de questions-réponses. Avant que je passe à la première personne qui va vous présenter, il faut tout d'abord regarder à ceci. Si quelqu'un veut entendre en français, veuillez au bas de l'écran sélectionner le français. Il y a un bouton pour cela. Et aussi laisser le volume à 80%. Si vous voulez activer ou désactiver, cliquez sur le bouton. Tous les participants du public seront en mode sourdine. Comme je l'ai déjà dit, lors de la discussion, toutefois, vous aurez l'opportunité à ce moment-là d'envoyer des questions auxquelles on trouvera la réponse, qui sera fournie par les personnes qui font partie de la table ronde. S'il y a des questions qui ne sont pas tout de suite qui ne trouvent pas tout de suite une réponse, il ne faut pas s'inquiéter car on va vous répondre plus tard. Toute la session est enregistrée et sera aussi disponible dans les deux langues, anglais et français, sur notre canal qui est sur YouTube. Bien. Ça, c'était les questions de logistique. On va maintenant passer à la première personne qui va vous présenter, qui va vous parler de son expérience, du fait qu'elle a vécu avec le cancer, du fait qu'elle a survécu à cela, et aussi la question de la santé mentale. Elle a travaillé dans le centre de Vancouver, après quoi on a découvert qu'elle avait le mélanome. Elle a eu plein d'interventions chirurgicales et autres interventions dans les hôpitaux. Mais grâce à tout ça, elle a survécu. Et aussi après le fait qu'on a enlevé une douzaine de tumeurs partout dans le corps et on l'a traité, qui finalement a éliminé le reste des tumeurs. La dernière intervention chirurgicale a été en 2018, après quoi, en 2019, elle a eu la dernière radiothérapie, chimiothérapie. Depuis, on n'a jamais trouvé des tumeurs. Je veux maintenant te céder le micro, Shannon. Bonjour, je m'appelle Shannon Godette, j'ai 50 ans et je vis ici avec mon mari et ma fille. Avant d'avoir notre fille, j'ai travaillé avec des jeunes à haut risque près du centre de Vancouver en 2005. On a trouvé que j'avais un mélanome qui était sur l'avant-bras droit. Après quoi, même si après qu'on a enlevé, on m'a dit, faut pas s'inquiéter, il ne va pas y avoir de problème par la suite. Toutefois, grâce à un ami, j'ai été aussi visité par un oncologue, et non pas seulement un médecin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé de voir ce qui se passait. Après quoi, je me suis retrouvé enceinte aussi, et finalement, j'avais la joie d'avoir une fille. À la fin de 2010, le mélanome est retourné. Et il était il a touché les lymph-nodes. C'est là qu'on l'a retrouvé. Mais seulement un des nœuds avait le mélanome, heureusement. Après quoi, à cause de ce mélanome qui est revenu, j'ai donc regardé au fait que je voulais bien avoir une famille. Mais maintenant, ma santé n'était pas quelque chose de stable. Et c'est pour ça que j'ai contacté la Fondation Soptapo. Et depuis, je suis toujours en contact très, très étroit avec cette fondation. En 2011, à nouveau, j'étais enceinte. Et maintenant, j'étais pétrifié. Et mon médecin, toutefois, disait « Ah non, faut pas s'inquiéter, tout va aller bien aller. » Et finalement, moi, j'ai pensé, je dis « Oh, peut-être ça va mieux aller cette fois-ci. » Et je travaillais aussi à cette question. Après quoi, ma fille devait naître au début de septembre de cette année-là. Après quoi, il y a eu le 21 mai, j'étais dans la douche et
j'avais vraiment peur parce que je sentais quelque chose. Et puis j'ai vu partout où il y avait quelque chose. Et on me dit, non, 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 faut pas s'inquiéter, c'est pas une vraie tumeur, c'est seulement un symptôme du fait que tu es enceinte. Et mon médecin à nouveau dit, non, non, faut pas s'inquiéter, c'est pas une tumeur dans le sens de quelque chose genre cancer. Non, c'est plutôt le fait que c'est gonflé, un peu, c'est enflé à cause du feu que tu es enceinte. Après quoi? En juin, finalement, quand je suis effondré dans la douche, mon mari m'a transporté à l'urgence et on a trouvé, grâce à l'imagerie, à la résonance, à l'imagerie magnétique, on a trouvé qu'il y avait des tumeurs un peu partout dans mon corps, comme vous le voyez. Désolé. Et on a dit à mon mari et à ma fille que moi j'allais mourir très bientôt. Et on m'a dit qu'on allait maintenant me mettre dans des soins palliatifs. Et ma fille n'avait que quelques semaines. Parce que maintenant mon mari a lutté pour nous tous. On m'a envoyé avec une ambulance à un autre hôpital. Et là, il y avait une équipe fantastique qui s'est occupée de moi, qui a regardé au fait qu'il y avait un tout petit enfant qui avait seulement 20 semaines, plus moi. Le 12 juin, je suis passé par le chirurgien et on a aussi fait naître ma fille. Et à cause maintenant de la tumeur dans mon cerveau, les pluriels tumeurs dans le cerveau, je dû apprendre à nouveau à marcher. Je l'ai fait. J'ai aussi dû apprendre, par exemple, à manger, une nouvelle fois. Voici ma fille. Elle est née grâce à un césarien. Et à cause maintenant de tous les produits médicinaux qui ont... Je peux vous dire que, étant considéré tout cela, elle avait un bon poids. On m'a par la suite aussi renvoyé de l'hôpital. Mais grâce à Cathy et à Softapo, on m'a dit qu'est-ce qui était disponible. Et il y avait aussi des oncologues qui m'ont essayé de m'aider. Tout de suite. Le 24 août, je suis allé dans une nouvelle maison. Et après quoi, on a vendu notre ancienne maison de façon telle qu'on a maintenant une maison qui était équipée pour ce genre de questions. Rappelez-vous que le mélanome peut aussi entrer dans les enfants qui étaient encore dans la mère porteuse. Et c'est pour ça qu'on devait maintenant vérifier si elle aussi n'avait pas attrapé le mélanome. Depuis 2005, j'ai eu une douzaine d'interventions chirurgicales, des traitements à droite et à gauche. Par exemple, par rayonnement, on m'a fait des transfusions de sang, on m'a fait de tout. Après quoi, en 2014, finalement, j'ai aussi remarqué qu'on m'avait enlevé une douzaine de tumeurs de partout dans le corps. Et finalement, on était en mesure non seulement d'enlever le cancer, la tumeur primaire, mais aussi toutes les métastases. Et finalement, j'ai fini avec le chirurgien en 2018 et les traitements en 2019. Depuis, je n'ai rien. Ma fille, maintenant, va aller à l'école secondaire bientôt. Et maintenant, si je regarde aux dernières 17 années, je peux vous dire que je suis si heureuse que d'avoir été soutenue de la façon par laquelle j'ai été soutenue. Regardez à ce qui s'est passé. C'était un oncologue fantastique, celui que j'ai eu. Et en outre, regardez aussi ce qui passait. Car moi, je suis toujours tellement content de ce qui s'est passé ici. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Et tu nous as dit vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est typique. On ne sait pas, on apprend, on voit ce qu'il se passe, il y a des réactions, ainsi de suite. Et maintenant, je voudrais en savoir encore davantage
et de l'afficher lors de ce webinaire. Après quoi, il y a une autre personne qui c'est Antonella Lascali, qui est la présidente du réseau de psoriasis canadien. Elle veut améliorer la question de la vie des personnes qui vivent avec les maladies psoriatiques. Antonella est aussi une agente, vient de l'agence sociale. Elle regarde aux communautés, elle s'occupe aussi de la santé mentale ici en Ontario. C'est aussi la fille de quelqu'un qui est passé par le cancer au sein et a survécu à ce cancer. Olcan Canada est là pour aussi aider tous ces présentateurs à présenter. Antonella, je te cède le micro. Merci beaucoup. Et merci Shannon aussi pour partager ton histoire. Ceci vraiment et c'est comme une motivation pour moi. Je voudrais en parler. Bien. Oui. Je vais vous parler maintenant de la question d'un point de vue des patients quand on regarde à comment on s'occupe du cancer et de comment on peut avoir un soutien. Car c'est pas seulement une question que d'avoir le cancer, mais comme Marianne vous l'a déjà dit, moi je suis la fille de quelqu'un qui a eu le cancer au sein. Donc j'avais 13 ans la première fois que c'est arrivé à ma mère. Puis le cancer est revenu. Donc je veux partager avec vous des renseignements sur ce qui s'est passé. Surtout aussi avec le travail que je fais, parce que moi je suis là aussi pour soutenir les personnes. Prochaine diapo, SVP. Mais merci. Très vite, de façon telle que vous savez qu'est-ce qui se passe avec Olcan. Olcan est une organisation nationale qui s'occupe de tout ce qui se passe au niveau global pour ce qui touche le cancer et les soins pour les personnes frappées par le cancer. On a donc, ici au Canada, Olcan partage un lien avec Sauve ta peau. On doit donc voir comment on peut entrer dans un système où tout est fait de la bonne façon. Une fois qu'il y a une diagnostic de cancer. Je suis aussi là dans le comité central de Olcan Canada. Et donc, je peux aussi vous citer du travail qui est fait au comité central. Bien. Regardons maintenant ce qui se passe. Shannon, vous l'avez déjà entendu. Et bien sûr, il y a pas mal de gens qui ont des perspectives qui sont à eux. Mais je voudrais aussi vous dire que si maintenant on regarde à ce qui était déjà connu, c'est quelque chose qui non seulement est déjà connu, mais renforce ce qui doit être fait. Car on veut soutenir les gens, surtout quand ils sont en train maintenant de découvrir qu'ils ont un cancer. C'est pour ça que maintenant je voudrais partager une citation. Je vais la lire, en fait. Le spécialiste est entré, il a dit que oui, peut-être il y avait un cancer, il avait besoin d'une biopsie. Après quoi, il s'en est allé. Pour moi, c'était un des moments les plus émotionnels de ma vie. Mais après quoi, c'était le technicien qui est venu dire « Est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que je peux maintenant venir là et puis t'embrasser ?» C'est comme s'il y avait de l'humanité. C'est de ça que j'avais besoin. C'était pas ce que m'offraient les médecins. Mais c'est ça qui a été offert par le personnel. Et donc, ce sont des petites choses comme ça. C'est ça vraiment qui fait la différence. Bien. Quand on regarde maintenant, et je vais vous donner 2 mots sur le background ici, pour mieux comprendre quels sont maintenant les défis qu'on se retrouve une fois qu'on a le soupçon qu'il y a peut-être un cancer, après quoi qu'on regarde à la diagnose pour voir si oui ou non c'est bien le cas. Il y a donc et ce qu'on a entendu ici, c'est que dans ce stage tout au début, c'est qu'il y avait des choses maintenant qui étaient là, qui touchaient directement. C'est pour ça qu'il devait avoir besoin de temps. Il devait regarder quelles étaient les décisions à prendre, qu'on ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Aussi l'effet sur les familles. C'était une question de stress énorme de ce côté. Et en outre, il y a aussi d'autres questions. Par exemple, les gens craignaient ce qui allait arriver, bien sûr. Vous savez, et tout ce qui
Et moi, quand j'étais toute jeune, elle ne nous a rien dit. Rien de rien. On l'a su plus tard. Quand elle a commencé le traitement, elle a dit « Ah, je dois aller faire le traitement ». Et on avait peur. Après quoi, nous, on est devenus adultes. Et elle n'a pas changé plus tard. La deuxième fois non plus. Elle nous l'a dit plus tard. Donc bien sûr, c'est un temps, ce temps quand la personne sait ou sait pas si oui ou non il y a quelque chose. C'est très problématique, vous savez. Mais il faut soutenir ces gens quand ils en ont besoin. Et ça, c'est un moment quand ils en ont vraiment besoin. Il faut savoir où on doit trouver ce soutien. Il y a des défis, il faut regarder où se trouve ce soutien. Dans ce stage. Puisque, autrement, on n'a rien. Donc, allons voir la prochaine diapo. À ce moment-là, puisqu'on regarde au terme, puisqu'on parle de la santé mentale, on peut vivre, on peut aussi avoir une mauvaise santé mentale. Tout dépend de plusieurs facteurs. En fait, il faut regarder à comment on peut maintenant améliorer notre façon que de regarder aux défis et donc de relever ces défis. C'est pour ça aussi la question de la diagnose de la santé mentale et des problèmes de santé mentaux. Et tout le monde, à un certain moment, va avoir des problèmes de santé mentale. Donc regardons en ces termes. Quand on regarde cette question de la santé mentale, les questions de santé mentale et puis les maladies mentales, c'est pas pareil, et il faut donc savoir exactement quelles sont les différences, indépendamment de la condition mentale de la personne. Prochaine diapo. Bien, ce qu'on a remarqué, et peut-être vous le savez déjà, mais c'est important que de voir le tout et de le séparer en 3 segments. Au début, quand on en parle au docteur, on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est le premier segment. Il y a un deuxième segment où on demande aux gens qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Il ne sait pas exactement ce qui se passe. Et après quoi, on essaie de communiquer avec les fournisseurs de soins de la santé. Et on doit aussi regarder au tout, à la position finale de ce qu'on doit vraiment faire. Et là, on trouve des facteurs qui comportent du stress partout, au début, au beau milieu et puis à la fin. Et ce qu'on a trouvé, car on a trouvé pas mal de choses en fait, dans cette étude de l'environnement, on a trouvé qu'il y avait plusieurs aspects de la diagnose et des effets qui ont résulté pour ces gens. Dans un cas, et vous le voyez ici, c'est maintenant qu'il faut intégrer le soutien psychosocial. Ça, et c'est dès le début. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Et Marianne, passons à la prochaine diapo. C'est là qu'on va trouver le fait que, comme vous l'avez déjà compris, c'est que les études ont montré que la question du soutien psychosocial n'est pas adéquate. Mais parfois, elle n'est même pas là. C'est pas qu'elle est adéquate, elle est inexistante. C'est pour ça qu'on doit voir où la personne vit, quelles sont les ressources. Si les gens t'en parlent, ça dépend des personnes auxquelles tu parles. Donc vraiment, tout dépend si tu as de la chance ou si tu n'en as pas. Après quoi, il y a aussi des renseignements qui sont très fragmentaires. On risque de se retrouver sur une liste et on attend. On attend et on attend encore. C'est pas bon. Ça fait partie de l'expérience de ces gens, surtout tout au début. Et ça comporte un stress formidable, dans le mauvais sens. Et regardons aussi aux gens qui essaient de t'aider. Il y en a dans ce système. Et après quoi, il y a aussi un besoin pour intégrer tout ce soutien depuis les débuts et continuer à le faire. Faut jamais s'arrêter.
Surtout qu'on a cette question de cette expérience, de tous ces facteurs de stress. Ce que je veux dire, donc, c'est que maintenant, il y a ces gens avec qui on a eu des conversations. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi regarder à ce que nous disent les docteurs. Plus de la moitié des fournisseurs de soins ici au Canada nous ont dit que oui, c'est important, c'est essentiel pour la qualité du processus. Un tiers ont même dit que le font avec leurs patients. Donc, et on sait que, mais c'est bon, mais c'est pas suffisant. Il y a pas mal d'espace pour pouvoir améliorer la question, pour aider les gens, de façon telle qu'on puisse maintenant relier ces gens à ceux dont ils ont besoin. Bien. Qu'est-ce qu'on a appris ? Je peux maintenant vous dire du travail qui a été fait, de ce qu'on a trouvé. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quand on regarde le cancer, c'est vraiment quelque chose qui vous frappe de plein fouet avec un F majuscule. Pour toutes les étapes, depuis le dépistage jusqu'à plus tard. C'est pour ça qu'on doit créer du soutien tout le long de ces expériences des personnes qui vivent le cancer. Rappelez-vous aussi qu'il y a des ressources qui sont déjà là. Donc, tout de suite, essayez d'aller voir les groupes de soutien. J'en ai même de favoris, ils sont là. Et allez les voir. Il y a déjà pas mal de ressources. Et il y a aussi le Centre du cancer du Canada qui a lancé tout un centre virtuel pour cela. Et c'est disponible. Vous pouvez voir ici où le trouver sur l'Internet. En outre, on encourage les gens aussi à essayer de trouver des autres sources. Il y a aussi des autres ressources, comme je le dis, mais il n'y a pas que ça. Car vous devez maintenant regarder à vous-même et essayer de vous aider vous-même. Ça, parfois, on oublie de le faire. Mais tout dépend vraiment d'où vous êtes en termes de cette expérience des gens qui vivent avec le cancer. Et nous, de la Fondation, on va vous aider. Car on a une certaine capacité pour vous aider. Et je pense qu'avec ça, je peux m'arrêter. Je voulais vous remercier. Et je cède le micro. Parfait, fantastique. Merci Antonaël pour cette présentation avec plein de renseignements qui va fournir un cadre pour la discussion plus tard. Mais il n'y a pas que ça, car regardons maintenant lors de la discussion ce que les fournisseurs de soins vont nous dire. Il y a des autres personnes, il y a Cathy Bernard, il y a Cathy est la fondatrice, la présidente de la fondation Sauve ta peau, qui est un groupe pour aider toute une foule de cancers de la peau, qui sont pratiquement tous les cancers de la peau, sauf le mélanome. Elle a donc aussi établi la fondation Sauve ta peau. À un certain moment, le cancer l'avait frappé partout. Heureusement, un de ses fils avait trouvé un traitement qui était parrainé par l'université de l'Alberta, qui lui a sauvé la vie. Et ça a aussi permis d'avoir une nouvelle loi. Et la Colombie-Britannique aussi, maintenant, lui a décerné un prix pour ce genre de travaux, qui est un travail de pionnier. Cathy aussi au conseil d'administration pour l'innovation dans l'oncologie, ici au Canada. Yann va être, elle aussi. Elle s'occupe de la santé. Elle s'occupe de psychologie, d'études familiales. Elle s'occupe aussi de techniques pour mettre en contact l'esprit avec le corps, pour montrer comment quelqu'un peut maintenant s'occuper de soi-même. Surtout quand maintenant on essaie d'incorporer cette question du corps et de l'esprit. Bien. À toi, Cathy. Bien. Oula, là, il semble qu'il y a pas mal de pression ici, n'est-ce pas ? Je vais essayer de ne pas trop discuter. Salut les gars, merci pour être des nôtres. J'aime toujours dire aux gens qu'on ne m'a pas
donner ce genre de travail à Sotapo parce que j'ai demandé. J'ai eu un cancer en 2003, comme vous le voyez ici, et je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui était complètement différent en ce temps-là, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment de traitement. On m'a dit, dans 6 mois, t'es plus là. Mais, après ça, parce qu'on m'a traité avec interféron, je n'avais plus de cancer. Même après avoir commencé la fondation, je suis retombé. Il y a eu une rechute de cancer. Et bon, à nouveau, j'ai été traité et maintenant, à chaque année, je me fais examiner. Et à chaque année, je suis négatif, il n'y a rien. Prochaine diapo. Bon. Chez nous, à la Fondation Sauve-Ta-Peau, une grande partie de travail, maintenant, une copie de ce par quoi moi je suis passé lors de mon expérience. J'avais besoin de ce soutien psychosocial. Et on doit aussi regarder au fait que si on n'en a pas, c'est quelque chose qui lui aussi, outre cancer, te frappe de plein fouet. Regardez ce qu'on a sur notre site internet. Par exemple, en tant que survivant de cancer, je peux vous dire que c'était vraiment très important que ma santé mentale était à 100% là. Je me rappelle que j'ai commencé le traitement par interféron et les infirmiers m'ont dit que tu dois prendre aussi des composés contre la déprime parce que ça va avoir ce genre d'effet secondaire, la déprime. Mais pour moi, ce qui vraiment me déprimait, c'était le fait, c'était pas vraiment ça, c'était que je voulais avoir du soutien. Je préfère avoir quelqu'un qui était là pour me soutenir, pour soutenir ma santé mentale, plutôt que d'avoir les pilules pour combattre la déprime. En outre, nous, on demande aux patients, selon vous les patients, quels sont les problèmes? Et c'est toujours l'anxiété, la crainte, la peur et la fatigue. On en voulait savoir davantage de ce côté mental qui afflige les patients du cancer, tout comme le cancer. Et on a fait un sondage dans les deux langues, anglais et français, et on essaye de voir exactement quelles étaient, s'il y en avait des lacunes, pour maintenant pouvoir les combler. Pour ce qui touche maintenant tout, la survivance, le fait de l'expérience, en posant les questions au sujet maintenant de leur expérience, on pensait que ceci allait offrir maintenant des informations sur leur expérience, des messages sur les méthodes utilisées par ces personnes de façon telle que maintenant ils se sentaient bien dans leur peau, même s'ils vivaient avec la maladie. En outre, le sondage avait des autres questions encore, pour voir s'il y avait des questions de comment on avait accès maintenant à ces programmes de santé mentale et de comment on pouvait l'améliorer. Prochaine diapo. En fonction de ce sondage, on pouvait à ce moment-là avoir un poster qu'on a présenté à Banff. Et on a aussi montré tous les résultats de ce sondage. Et ce qu'on a vu, c'est que les commentaires venant de ces patients affligés par le mélanome, et ça c'est après qu'il y a eu une diagnose de mélanome, car en général on te dit, après le mot cancer, hop, on n'entend plus rien. Et or, ça aurait été ça nous aiderait vraiment beaucoup que d'entendre quelque chose d'autre, quelque chose pour nous aider. Quand on a posé la question aux patients, pour vous, à quel moment est-ce que vous avez essayé d'obtenir du soutien émotionnel? 80% c'était au moment de la diagnose, 73% pendant le traitement, 57% après le traitement. Comme vous le voyez ici, c'est énorme. Et ce sont des chiffres qui sont pratiquement identiques parmi les francophones. Et donc on a besoin maintenant de ce soutien qu'on doit être depuis le début jusqu'à après le traitement, donc tout le temps. Donc maintenant quand on regarde au soutien versus non-soutien, seulement 68% nous ont dit, est-ce que tu avais besoin
de soutien. Oui, 68% ont dit oui, et on a vu ça aussi chez les francophones, c'était pratiquement pareil. Et si maintenant on demande, une fois que tu as obtenu le soutien, est-ce que tu as été content? 78% ont dit oui. Pour les francophones, ils ont dit qu'eux aussi, ils ont besoin du soutien, mais ils ont eu pas mal de problèmes pour obtenir ce soutien. Maintenant, regardons maintenant à quels étaient maintenant... pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de soutien? C'est parce que vous n'avez pas d'argent, vous étiez nerveux, c'était pas facile, l'accès n'était pas facile, pas s'intéresser, ou c'est pas que c'était disponible, ou il y avait des problèmes physiques. On a aussi posé une autre question, participants. Si quelqu'un les a aidés, et dans les deux cas, en anglais et en français, ils ont dit avec un taux de 79%, qu'il n'y a pas eu de problème avec les personnes qui ont fourni du soutien. Et on a aussi remarqué que lors de leur expérience de cancer, c'est pas qu'ils n'ont pas vraiment connu, ils n'étaient pas vraiment contents en fait de ce soutien qui leur a été fourni. Surtout parmi les francophones, on ne les a pas vraiment soutenus. Et ça, c'est depuis le début du traitement, enfin de la diagnose, jusqu'à après le traitement. Quand maintenant on regarde quel était pour eux le soutien idéal, on leur a demandé maintenant de cocher les cases. 35% ont dit qu'ils aimaient le tête-à-tête, 27% ont dit qu'ils préféraient les amis et la famille, 26% ils aimaient les groupes de thérapie et 12% n'avaient aucun problème avec la thérapie en ligne. Comme vous le voyez, chaque patient est unique, l'approche est unique, mais tous ont besoin du soutien d'une façon ou d'une autre. En outre, on a remarqué que si maintenant l'oncologue ou le médecin dit qu'on va commencer le traitement et ça va te sauver la vie, est-ce que pour nous c'est un fait? Oui, on prend ça comme étant un fait. Quand le docteur maintenant donne une recommandation, il doit maintenant souligner le facteur physique. À ce moment-là, nous, on va regarder à ce traitement comme étant quelque chose de physique. Or, il faudrait maintenant avoir quelque chose de physique et d'émotionnel. Dans ce cas-ci, à ce moment, le patient va internaliser la question. Ça ne veut pas dire que ce médecin doit aussi fournir de l'aide émotionnelle. Si l'oncologue, le médecin est le seul contact, à ce moment, oui, le patient va essayer de trouver aussi le côté émotionnel, mais les docteurs et l'oncologue n'ont pas été formés pour cela. Et c'est pour ça qu'on doit maintenant demander davantage d'aide. Et donc on a à ce moment-là aussi des autres personnes, et non seulement le médecin, l'oncologue, on a peut-être des psychiatres, des psychologues ou autres qui seront là pour aider les patients. Tout ceci est important. On a déjà remarqué que rester positif est très important. Et c'est quelque chose qu'on doit faire. D'un point de vue physique, c'est important que de regarder à cela. Car on regarde pas au côté vraiment de l'auto-renouvellement. Si par exemple on doit aider les personnes à guérir avec la diagnose, avec tout ce soutien doit être fourni non seulement au niveau physique mais aussi au niveau mental. Retournons à cette diapo. Antonella vous l'a déjà montré. Il y a 2-3 raisons pour cela. Comme vous le voyez, notre fondation, du Sauve-ta-peau, a montré qu'on avait plus ou moins les mêmes résultats qui sont ressortis de notre sondage. Et ça, on l'a trouvé non seulement pour les patients affligés par le mélanome, mais aussi pour les autres cancers. C'est pour ça que quand maintenant le dépistage indique que la personne a le cancer, cette personne-ci maintenant se retrouve avec plein de problèmes, non seulement de santé, mais aussi des problèmes financiers par exemple. Toute la vie de la personne maintenant a été bouleversée. Il faut prendre des décisions, il faut voir des médecins, il faut passer par des thérapies, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe qui doit être là pour ces personnes. Où il y a aussi des professionnels mentaux. Parce que sans professionnels mentaux, à ce moment-là, ce sont les amis, la famille, ainsi de suite, qui maintenant se retrouvent à devoir fournir ce soutien. Or, rappelez-vous que l'oncologue n'a pas le temps pour cela.
Le médecin de famille n'a pas le temps pour cela non plus. Laisse-moi 2-3 minutes peut-être, pas plus. Il faut donc regarder au lien entre la santé physique et mentale. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est aussi une question de rester positif dans ce genre de problème. On essaie aussi de mitiger le tout et de regarder au côté émotionnel. Yann, à toi le micro. Changez vos pensées et vous allez changer le monde. Bonjour tout le monde. Ouais, j'espère qu'on me voit et qu'on m'entende aussi. Alors, merci beaucoup pour m'avoir invité ce soir. Je vais passer du temps pour vous parler de la perception relative aux émotions, mais aussi au côté physique du corps. On va commencer par remercier Shannon et toutes les autres personnes pour avoir partagé leurs histoires. En outre, en sachant que je voulais parler des idées, de la perception, de la santé, je voulais voir s'il y avait des citations qui pouvaient aider. Et la citation c'était celle-ci, c'est-à-dire que si on change les idées, vous allez changer le monde. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que moi, j'étais jamais contente quand je regardais au fait que je cherchais de l'aide, j'en trouvais pas. Or, regardez maintenant la citation. Et je voulais maintenant vous rappeler que je vous parle d'une perspective qui est celle de comment on peut trouver ce soutien. Comment on peut aussi trouver des ressources pour les personnes qui passent par ces difficultés. En outre, je voulais remercier Shannon parce qu'elle m'a rappelé du fait que même si on essaie de voir comment on peut changer les idées pour changer la perspective des choses au beau milieu de tout cela, quand on a cette expérience vraiment très dure, parfois on se dit ça va pas m'aider, ça va pas m'aider du tout, mais en fait ça nous aide pour nous guider, pour voir quel soutien qu'on peut maintenant fournir. Comment maintenant ces idées, ces perceptions vont nous aider. Pensez à votre imagination. Comment cette perception peut être différente. Et tu es dans une salle. Et je vous donne $100. Je passe dans la salle, je vous donne 100 piastres chacun. Et quand je vous donne cet argent, vous allez maintenant réagir au don. Et peut-être vous allez dire « Ouh là là, fantastique, merci. Maintenant, je peux aller au restaurant avec toute ma famille. Je suis très heureux. » Et vous allez voir cela sur le visage. Ils vont sourire. Les autres personnes vont dire « Ouh. Ok, moi j'en ai pas besoin, mais je connais quelqu'un qui en a besoin. Je vais maintenant donner ces $100 à quelqu'un d'autre. » Là, à nouveau, vous allez voir la personne heureuse. Elle se sent bien dans sa peau. Peut-être, vous recevez $100, vous dites, vous devez aller manger avec quelqu'un au restaurant. Mais, tu sais, mais on est 4. Est-ce que $100 c'est assez? C'est pas facile. Peut-être $100 c'est pas assez. Et puis, t'es pas content. $100 aujourd'hui, c'est pas $100 hier. Ou bien, non, je veux les dépenser, je veux vraiment être content. Donc on peut aller d'un côté, ça peut basculer de l'autre. Ou peut-être, vous pensez, pourquoi cette perte d'argent? Je ne pensais plus à l'argent. Je voulais parler de quelque chose d'autre. Je ne voulais pas penser à l'argent. Je ne voulais pas penser au crédit, à l'argent, à tout ça. Et maintenant, hop, on se retrouve avec cette question du pognon. Et regardez à ces réponses. Et les gens se disent,
Peut-être vous êtes content. Peut-être, ouais, $100, c'est pas suffisant, vous ne sentez pas si bien que ça dans votre peau. Et tout le monde est devant la même chose, en fait. Le $100 et le fait de le recevoir est un fait. L'expérience, toutefois, les idées qui passent à travers votre cerveau sont maintenant quelque chose de très différent l'un de l'autre. Et ces réactions vous amènent aussi à avoir des réponses physiques très différentes l'un de l'autre. Et ça, c'est vraiment un gros défi. Quand on regarde qu'on veut maintenant rassembler les choses, car toutes ces réactions, toute cette section vont passer à l'individu. Et bien que peut-être je pensais à un docteur, à une diagnose, à quelque chose d'autre, mais en fait, à tout genre des événements. Parfois, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer plus tard. Je ne sais pas quelle est l'expérience non plus. Et ça signifie aussi que je comprends qu'en tout temps que je parle à quelqu'un, que je rencontre quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils perçoivent. Je ne sais pas quelle est leur expérience. Et c'est pour ça que maintenant je dois penser à comment est-ce que je suis un soutien si je ne comprends pas les autres personnes. Et maintenant, une bonne chose ici est de savoir que les personnes peuvent changer. Et ça va aussi changer comment notre expérience. Et donc même si on ne peut pas changer l'événement, on ne peut pas vraiment changer ce par quoi on passe quand il y a des difficultés. Et bien sûr, par exemple, quand on passe par le cancer, mais ce qu'on peut faire, il y a des autres choses qu'on peut changer en fait, en ce temps. Car on a le soutien, on a aussi des gens qui sont là pour ça, qui vont nous guider. Et c'est pour ça qu'on peut maintenant soutenir des idées, des perceptions autour de l'événement pour encourager quelque chose de plus positif. Quelque chose où il y a davantage de soins qui sont fournis. Car, rappelez-vous, que la pensée peut être votre meilleur allié, mais ça peut être aussi le pire des cauchemars. Autre chose ici, et je m'en rappelle maintenant grâce à ce que je viens d'entendre ce soir, quand on regarde à toutes ces procédures, comment est-ce qu'on crée un environnement où on peut maintenant donner de l'espace aux gens pour qu'ils puissent maintenant regarder leur expérience et comment leur sens de l'expérience peut les aider à ou souffrir, ou bien maintenant, non, l'utiliser pour maintenant en tirer quelque chose de positif. Et Marianne, j'espère que tu peux passer à la prochaine diapo. Parfait. Bien. Ça, c'est une des images que j'aime le plus. C'est là dans mon cerveau. Et parce que je suis là pour soutenir et fournir ce soutien. Le moment qu'on change la perception, et le moment aussi quand on tente d'écrire à nouveau toutes les combinaisons dans notre corps. Voici ici un bourdon. Et maintenant, le bourdon va maintenant répondre d'une façon différente. Il y a la personne qui déteste les bourdons, ça va pas marcher. De l'autre côté, l'autre personne regarde le bourdon, aime le bourdon. C'est comme si c'était du miel. Regardez ce qu'il vient de nous dire. C'est pour ça qu'il faut maintenant donner aux patients un espace où on peut les entendre. Un espace où ils peuvent maintenant communiquer leur expérience, leur perception, et leurs idées qui sont en eux, de façon telle qu'on puisse maintenant les nourrir.
et on puisse regarder à cette question pour que maintenant ils sont encore mieux vis-à-vis de ce qu'ils vont faire. Je vais maintenant retourner à Cathy, car elle a un programme fantastique qui permet aux patients que d'avoir un espace dans lequel ils peuvent maintenant grandir. Cathy, à toi le micro. Merci beaucoup. Une grande partie d'entre vous dans ce webinaire ont eu des problèmes de peau lors de vos diagnosis, mais je voulais maintenant partager avec vous pourquoi ces webinaires sont si importants pour nous tous. Et je vous l'explique. On est, comme je vous l'ai déjà dit, tous uniques. Et bien que l'expérience soient différentes, je ne sais pas s'il y a eu deux expériences identiques. C'est pour ça que chez nous, à Sauve ta peau, on a tellement de façons pour soutenir les patients. Et non seulement les patients, mais aussi les fournisseurs de santé et les familles. Quand moi, on m'a dit que j'ai le cancer, on m'a dit faut pas aller sur le web. Et on m'a pas donné de soutien. En outre, ce qui s'est passé, c'est que les renseignements qui étaient là, c'était quelque chose de si archaïque que c'était absolument inutile. C'est pour ça que je peux vous dire que tout ce que nous on fait, ça c'est quelque chose qui est basé sur les patients et seulement sur les patients. En outre, ce qu'on produit est bien sûr quelque chose qui est actuel et qui est aussi une bonne ressource pour les patients, pour les fournisseurs de soins. On a un document qu'on envoie à tous les patients. On a aussi tout un groupe de gens qui regardent au mélanome et aux autres problèmes de la peau. On se connaît tous. Et on a aussi des groupes qui se rencontrent une fois par mois de façon virtuelle. On a des centaines de membres. Et s'il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis toujours là pour répondre, ou je suis là pour appeler quelqu'un. Maintenant, on a aussi, grâce à ces traitements innovateurs, on a aussi des survivants, heureusement, et on veut aussi améliorer ça encore, de façon telle que les gens peuvent maintenant partager leur histoire. Et maintenant, on peut relier les patients. On a aussi des tables rondes des patients. On fait ça pendant l'année. C'est une façon pour nous que maintenant que de remercier les patients et de les aider encore une autre fois. Par leur dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'aider demain ? Car il faut toujours regarder aux ressources qui maintenant vont les aider avec leurs besoins. On a aussi donc ce genre de webinaire que je vous l'ai dit. On a aussi d'autres ressources, par exemple en ligne. On a aussi des ressources imprimées sur papier. On a une organisation partout au pays qui en fait aide aussi d'un point de vue financier. Ça peut être pour aider quelqu'un qui doit aller se garer devant devant l'hôpital, ou vous avez besoin de quelque chose, demandez, on va essayer de vous aider. Vous savez, même si c'est tout petit, appelez, demandez. Si c'est gros, demandez. Peut-être on peut vous aider. Et on travaille avec le fédéral, avec toutes les provinces, tous les preneurs de décisions. Et nous on dit et on répète, ne décidez rien pour vous-même sans nous avoir consulté auparavant. C'est pour ça que on est là. On fait le plaidoyer pour les patients. C'est très important pour nous. Et je peux vous dire que ça marche très bien. Pour les maladies liées au mélanome, pour les maladies non pas liées au mélanome, pour aussi le mélanome oculaire. Et s'occuper de tous ces patients à travers le pays. Je voulais vous remercier une nouvelle fois. Et une nouvelle fois, je vais maintenant céder le micro à Marianne pour la discussion. Parfait. Oh. Moi, j'ai appris plein de choses ici. Pour ce qui touche le soutien, ce qu'on peut faire maintenant, mais aussi plus tard. On va maintenant regarder à la partie de la discussion du webinaire. On a environ 40 minutes pour ça, mais on va essayer que d'avoir 15 minutes pour les questions
venant des gens qui étaient sur le webinaire. Donc, écrivez vos questions, envoyez-les. C'est dans la boîte de clavardage. Vous pouvez aussi l'écrire en français et je vais les traduire. C'est pas un problème. Donc maintenant, on va les participants table ronde peuvent maintenant participer. La première question pour Shannon. Shannon, peux-tu nous parler de quand tu t'es identifiée comme étant une survivante? Et qu'est-ce qu'on en pense maintenant de ce mot, survivante? Oui, bien. Le terme survivante? Oui, oui, tout à fait. Bon, est-ce que tu penses que tu es une survivante? Vous savez, pour moi c'est un peu étrange, car je crois que je suis en train de survivre, mais je vis avec le mélanome. Et à l'heure actuelle, j'ai pas de tumeur. Donc, je suis en bonne santé avec le mélanome. Je voudrais aimer penser au fait que le mélanome n'est plus là. Mais, en fait, la question de la survie indique que tout mélanome n'est plus là. On a tout éliminé. Il n'y a pas de tumeur. Et donc, je vis bien avec le mélanome. Car à chaque fois que je vais passer par tous les tests, on n'en trouve pas. Et donc, j'espère que je vais continuer à vivre sans tumeur pendant des années et des années. Mais cette question de la survie était un mot assez compliqué pour moi. Compliqué. Ouais. Oui, je suis d'accord. Aussi, moi je disais, moi je n'aimais pas dire le mot survivante parce que je croyais presque que ça allait attirer des problèmes. Mais après 10 ans, je me disais, oh, peut-être je peux dire que je vis avec le mélanome. Et en fait, c'est comme ça que je me classifie maintenant. Mais à chaque année, il faut passer par le fait que je dois passer par le test. Physiquement, pour moi, c'est une chose, mais d'un point de vue émotionnel, c'est autre chose. Quand j'étais il y a quelques années à une conférence, il y avait un médecin américain qui était là, et il a présenté, il a dit, tu sais, Cathy Bernard, maintenant, n'a plus de problème, elle est saine. Et moi, je suis saine, donc oui, je suis une survivante. Mais je ne sais pas vraiment, je ne voudrais pas vraiment le dire. Je vais attendre 10 ans encore avant de le dire. Antonella, Liane, vous avez vu ce qui se passait, se concerne en des personnes très chères de vous. Bon, les fournisseurs de soins, car toi tu fournis des soins. Quand toi tu vas penser que la personne qui est en train de soigner est maintenant quelqu'un qui a survécu au cancer? C'est une question pour vous deux. Liane ou Antonella? C'est intéressant, car c'est un espace difficile dans lequel se trouver. C'est pas facile tout d'abord que de soutenir quelqu'un dans ce cas. C'est tu aimes quelqu'un, et après quoi on essaie de voir comment on peut aider. Car c'est pas facile, on veut voir comment on peut utiliser tout ce qu'on a pour aider cette personne. Et ce soutien va changer. On l'apprend au moment que les choses se développent. Quand on regarde à la question de la survie, vous savez, les choses changent. Et de la façon par laquelle nous, on se soutient l'un à l'autre. Et quand on regarde maintenant à ces survivants, à la façon par laquelle ils regardent cela de façon intime. Mais nous, on est là, on essaie de le faire ensemble. Et ensemble, on se développe, on apprend. On n'a pas d'autres options. Regardez que quand ma sœur a eu des problèmes, moi j'ai pensé que je peux l'aider. Et j'étais la seule à le faire. Et ça n'a pas marché du tout comme ça. Car par exemple, mais on a appris ensemble ce qui s'est passé.
on a appris qu'il y avait d'autres façons de communiquer. C'est pas seulement quelque chose qui touche l'action à survie, mais il faut aussi comprendre où on en est le long du parcours et du rapport de la capacité pour fournir un meilleur soutien. Oui, merci. Oui, j'écoute, j'entends tellement de choses. Je voulais remercier tous. Mon expérience est très intéressante, car je pense. Et moi, je regarde à ma mère comme étant quelqu'un qui a survécu. J'étais toute jeune. Et j'avais peur que j'allais la perdre. C'était une crainte folle. Et quand je me suis rendu compte, elle est là. Ah, je suis si contente, elle est mieux. En tant qu'enfant, vous savez, toute jeune. Et c'est intéressant que d'y repenser plus tard. Quand j'en savais plus, j'ai remarqué, quand j'ai entendu Cathy et Shannon, et je peux vous dire que l'expérience de ma mère était complètement différente, mais je ne savais pas que ça allait se passer. Et je pensais que quand on regarde dans un miroir, et elle a eu sa deuxième expérience en 2014, c'était pas si sérieux que la première fois, car on l'a remarqué tout de suite ou presque. On s'en est coupé presque tout de suite. Il y a eu une mastectomie, mais c'était horrible que de le voir, car elle a déjà passé par ça. Et je l'avais vu. Et maintenant, je le sentais sur ma propre peau. Je sentais que je n'avais aucun pouvoir, je ne pouvais rien faire. J'étais plus un enfant comme j'étais auparavant, mais je ne pouvais rien faire. Et à ce moment-là, j'ai apprécié, vous avez entendu Liane le dire, c'est une expérience dans laquelle moi j'ai appris plein de choses. Car vous savez, quand vous êtes vraiment très près de quelqu'un qui passe par ça, vous êtes constamment là, vous êtes constamment un soutien, vous êtes là, parce que vous êtes quelqu'un qui est très très proche de la personne. Et puisque vous êtes si proche, vous êtes là, c'est inévitable. Ça arrive, c'est comme ça, en sachant que c'est ça l'historique. Et c'était comme ça. L'autre chose, c'est que moi, je vous dis que j'étais vraiment très heureuse, que je suis la fille de quelqu'un qui a survécu, car à chaque jour, je regarde, je vois, ma mère est là, et j'avais la possibilité que de fournir des soins. Et je regarde cette chose de cette façon, même une décennie plus tard. Je suis si heureuse, et j'ai de la chance que mon ami, ou ma meilleure amie, est là. C'est une expérience qui continue dans le temps. Et je vais d'ailleurs lui poser la question, parce que je suis vraiment curieuse, que c'était pour elle que de penser au mot survie ou survivante. Shannon, donc on a parlé de la question de la santé mentale, et vous allez voir maintenant quand tu as remarqué ce genre de soutien, t'en as besoin où est-ce que t'en as besoin tout le temps, de façon homogène, venant de qui? Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai besoin vraiment depuis le début. Car, même avant la vieilleuse, quand il y avait le soupçon, quand je revenais du travail, on m'a dit, il faut que tu vérifies cela. Et pour la première fois, ça c'était que on a entendu parler de quelqu'un qui était décédé de mélanome. Et je disais, est-ce qu'on peut mourir de cancer à la peau? Ouais. Et 2 semaines plus tard, moi-même, je craignais que de mourir parce qu'on m'a décelé un mélanome. Et puis, tu veux savoir davantage, t'inquiète pas, t'as qu'à aller en ligne, tu vas trouver plein de trucs. Et à nouveau, quand je suis revenu, et on a été voir ce que j'avais en dessous du bras, les gens me disaient que, et vraiment, le fait que j'avais ma fille maintenant,
Ça m'a vraiment aidé. Car j'ai pas beaucoup de temps pour maintenant dire pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Ma famille, Cathy et les autres, toutes ces personnes. Je peux toujours appeler Kat, et ça m'a aidé beaucoup. Je parle beaucoup à mon père, à mon mari, de tous ces problèmes aussi. Mais j'avais vraiment peur. Et aussi, les chevaux. Donc je prenais Madeleine, et j'allais sur une ferme, à Kamloops, et mes 3 chevaux étaient là. Je me suis occupé de chevaux pendant longtemps, j'étais là, je m'occupais de mes chevaux. Ça, pour moi, c'était une espèce de thérapie. Ça m'aidait avec ma santé mentale. Et ceci faisait si que... Je ne sais même pas quelle était la raison pour cela. C'est arrivé, c'était comme ça. Et je me suis dit, s'il y avait une raison, c'était parce que c'était pour que moi, je puisse par la suite aider quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'a aidé. Je reçois de l'aide pour aider quelqu'un d'autre plus tard. Oui, très intéressant. Diane, comme je l'ai dit, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu ta tante qui est passée par le cancer. Et qu'est-ce qui aurait été mieux encore? Moi, j'avais presque 30 ans, un peu moins de 30 ans. J'avais mes propres défis. Et c'est pas vraiment quelque chose à quoi on pensait. Et ce qu'on faisait, c'était quelque chose que moi je pensais que je devais le faire. C'était quelque chose de naturel. Mais quand on pensait à comment le faire, on ne savait pas vraiment comment le faire. Et donc parfois, il y avait aussi un sens de culpabilité. Parce que pourquoi est-ce que moi j'ai ces genres d'émotions? Or, ce sont des émotions égoïstes. C'est elle qui passe le cancer, c'est pas toi. Donc, à ce moment-là, on peut se retrouver à ces obstacles quand on cherche le soutien. La société regarde cette question du bien-être mental et je pense que si je devais maintenant le faire, si je dois le faire d'une autre façon, moi je penserais à voir comment je peux soutenir le tout dans un groupe où il y a des membres de la famille. Vous savez, les émotions, c'est pas quelque chose de facile. Les émotions sont quelque chose qui maintenant sont pas faciles à gérer. Vous savez, mais à ce moment-là, si j'aurais pu faire quelque chose de mieux, ça aurait été au sein de la famille. On va dire, on ne sait pas comment le faire, cherchons quelqu'un hors de la famille pour nous aider. Il faut être honnête avec nous-mêmes pour reconnaître nos limites. Oui, tout à fait. Et toi, Antonella, est-ce que tu es allé chercher du soutien ailleurs? Et si tu ne l'as pas fait, est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider? Ce que je pense, c'est que c'est pas la première fois que j'en parle. D'un point de vue personnel. Vous savez, j'en ai parlé à des amis. Mais je comprends. Ce que je peux vous dire, c'est que ma famille a de la chance, parce qu'on a de la famille, on a du monde autour de nous. On n'en a pas vraiment parlé, je peux vous le dire. On le savait, on savait qu'il y avait eu cette option en tant qu'adulte. Vous savez, je travaille dans l'aide sociale, et si je regarde à mes émotions, vous savez, c'est parce que peut-être je travaille dans cet espace. Et mes amis, je ne sais pas s'ils seraient en mesure
que de gérer leurs émotions de la même façon. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, à nouveau? Je regarde aux choses à travers un certain filtre. Et moi, j'avais une attaque de panique. La première attaque de panique, je ne savais même pas ce que c'était. Et vous savez, maintenant je sais ce qui se passe. Je sais aussi comment gérer ces attaques. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Et même aujourd'hui, vous savez, en fonction de comment les gens maintenant comprennent ces choses, ils pensent. Tout ça, c'est important. Et je regardais au soutien des individus, penser surtout aux gens qui étaient vulnérables dans la famille. Par exemple, quelqu'un d'important qui risquait beaucoup. Cathy, il a 19 ans qu'on t'a diagnostiqué. Et le dernier traitement était en 2007. Quand tu parles aux patients, et si on regarde ce qui s'est passé lors de 15 dernières années, est-ce que les choses ont changé selon toi? Je ne sais pas si elles ont changé. Mais il y a des choses qui pratiquement sont toutes différentes. Quand on m'a diagnostiqué, il n'y avait pas de traitement. Donc c'est pas que je devais choisir un traitement. Aujourd'hui, c'est différent. Déjà en 2011, on a commencé à voir les nouveaux médicaments. Après quoi, en 2016-2017, il y a eu plein de nouvelles thérapies. Donc maintenant, les patients doivent en discuter avec leur médecin. Quel le premier soin qu'on doit utiliser, et s'il y a une rechute, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, c'était plus facile. Peut-être maintenant, il y a trop de renseignements, et je ne sais pas qu'est-ce qui est pire. En avoir pas beaucoup, en avoir trop. Et c'est pour ça, nous, on essaie d'aider les gens chez nous, dans notre fondation, à prendre des décisions, car c'est très important. Mais est-ce que je peux retourner sur quelque chose qui a été dit? Oui, vas-y. Car si quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu as fait toi, la matriarque de la famille? Moi je dis, pour moi c'était l'enfer. Parce que moi, la question de l'aide, c'est seulement plus tard, quand j'ai fini, que je me suis rendu compte, j'aurais dû demander de l'aide. Ça m'aurait vraiment aidé beaucoup. Mais c'était trop tard à ce moment-là. Mais je voulais maintenant que les gens aient maintenant une vie normale. J'avais déjà perdu mon père. Il était décédé de cancer. Je voulais pas qu'il passe à nouveau par ce genre d'expérience infernale. Mais maintenant, quand j'y pense une nouvelle fois, moi je me dis, peut-être j'aurais dû les inclure. Ça m'aurait aidé. Mais moi, je suis passé par ma propre expérience toute seule. Et je peux vous dire de façon honnête que s'il y a des enfants, s'il y a la famille, ce sont eux qui vont vous aider. Vous n'avez pas vraiment besoin de gens qui viennent du dehors. Vous savez, Antonella le sait. Vous savez, mes enfants sont déjà passés par ça 3 fois, pas seulement une seule fois, car il y a eu 2 rechutes. Vous savez, et je ne peux pas imaginer comment eux, d'un point de vue émotionnel, ils étaient prêts pour passer par ça. Vous savez, et donc, moi je dis, j'aurais dû savoir ce que je sais maintenant, car à ce moment-là, j'aurais eu quelqu'un qui pouvait s'occuper de ces problèmes. Est-ce que je peux vous parler en tant qu'aide sociale? T'as pas fait quelque chose de mauvais ici, hein? Non, pas du tout. Il n'y a pas quelque chose de mauvais. Non, mais pour moi, oui, parce que moi, en tant que mère, ou au moins un parent, on essaie d'aider tout le monde. C'est pour ça que j'aime ce genre de table ronde. Tu sais, tu essaies de m'aider, moi j'essaie de t'aider, toi, Antonella, tu sais, tout le monde essaie d'aider, de s'entraider. Mais en fait, on est en train de marcher les uns les autres sur les pieds des uns des autres. C'est pour ça que parfois on a vraiment besoin d'un professionnel qui vient de hors de la famille. Ouais. Bien. Shannon, je suis curieuse.
On n'essaie que d'avoir de l'aide venant des professionnels, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu fais ou que tu as fait pour que maintenant, on peut maintenant essayer que de trouver quelque chose d'autre, de ne pas penser au cancer. Tu sais? Oui, les chevaux. Les chevaux, c'était bien. Oui, ça a marché pour moi. Et pas seulement que les chevaux, les animaux en général. Vous savez, par exemple, moi, je pensais que j'étais en bonne santé, plus ou moins. J'étais à l'hôpital. Et j'ai pris l'occasion du travail des bénévoles. Et il y avait de l'aide qui venait des chiens. Et à ce moment-là, il y avait un chien qui avait 9 ans. Et moi, je me suis dit, oh, je peux aider un chien. Et pour moi, ça, c'était une espèce de thérapie de groupe canine. Et j'ai passé du temps avec mon mari, ma fille. J'étais quelque part. Ça aussi, ça m'a aidé. Parce que j'étais pas dans le même endroit. J'étais ailleurs. Ça aussi, c'est une espèce de thérapie. C'est ça que je fais. Après quoi, quand ma fille est arrivée à la maison, j'étais un peu terrifié, car je craignais toujours qu'elle aussi avait attrapé le cancer. Car on ne savait jamais. Et moi je me suis dit, ouh. Et les jours passent, les années passent, elle est maintenant à la maternelle. Et maintenant, je me suis dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a un test, il y a ce sens d'anxiété, car on ne sait jamais quel est le résultat du test. Auparavant, a priori, quand on attendait encore le résultat du test, c'est un sens d'anxiété, on craint. Et vous savez, c'est comme ça. Le test est là. Et on a ce sens à l'intérieur qu'on peut-être on est malade. Oui, merci. Il y avait une autre question, après quoi on va regarder aux questions du public. C'est une question pour Antonelle, Liane. Puisque vous êtes des expertes, parce que vous avez vécu à côté de quelqu'un qui a survécu, quels sont les obstacles? Je peux pas démarrer si tu veux, Liane. Liane l'a déjà dit en fait. C'est vraiment quelque chose qui est individualisé et il faut regarder à leur expérience, à leurs besoins. Et c'est pas quelque chose de statique, ça change. Comme vous l'avez entendu, ça peut être vraiment très sérieux, ou ça peut être quelque chose qui est plus hypothétique, comme le cas de ma mère. Mais on vit ça. C'est pour ça qu'on a aussi de besoins qui arrivent dans des moments différents. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas vraiment regarder à pourquoi maintenant j'ai des griefs. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Vous savez, regardez à quels sont les besoins, des besoins qui changent. Les émotions sont compliquées. Et comment maintenant on les gère lors d'un moment traumatique? Rappelez-vous qu'il faut s'écouter soi-même. Rappelez-vous de cela. Et maintenant, de quel est le soutien, ça aussi peut changer. Vous savez, peut y avoir des animaux qui vous aident. C'est important. Ça peut être quelque chose d'autre. Les amis, la famille. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous qu'il y a des autres options. Il y a de l'accès pour des ressources. On a des ressources fantastiques. Vous pouvez aller les voir sur Internet. Il y a quelques années, on a regardé à comment on peut réduire le stress. Le programme est gratuit. Il est déjà enregistré. Ça dure plusieurs semaines. Mais vous n'avez qu'à aller les suivre. Ces leçons l'une après l'autre. Et vous vous préparez donc à quoi faire. Ça, c'est un outil qui est disponible sur le site internet en version vidéo.
Et si maintenant, dans votre vie, vous y pensez, vous trouvez que vous avez besoin de soutien extérieur, vous savez, il y avait un numéro de téléphone qu'on peut appeler, littéralement. Et il y a plein de ces ressources. Et vous savez, ça c'est quelque chose qui continue dans le temps. Une dernière chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique pour moi. Sauve-ta-peau a une communauté si intéressante quand on s'occupe de ces problèmes de la peau et de l'œil. Et ce groupe est vraiment si fantastique. Ouais, pendant certains moments, on n'a pas pu se rencontrer à cause de la Covid. Mais en fait, c'est comme avoir une deuxième famille. Tout le monde sait par quoi on est passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Ouais, tout à fait. Je peux réitérer cela. Et ce qu'Antonella a dit aussi, si on passe par ça, ou qu'on soit là pour fournir des soutiens, ou soutenir quelqu'un pour une autre raison, il faut avoir ces deux idées. D'un côté, je ne sais pas ce de quoi a besoin l'autre personne. Et vous êtes là, vous êtes un témoin. Et si maintenant, vous avez cette idée, vous ne savez pas ce dont ils ont besoin, mais je leur laisse l'espace de façon telle qu'ils peuvent se manifester. À ce moment-là, on trouve les réponses. On sait où on en est. Ils vont communiquer. Donc, si vous êtes là, si vous aidez, et vous dites, je sais pas, mais je vais être là pour aider. Et j'aime ce qui a été dit, vous savez. Il faut maintenant, vous êtes là, et vous permettez aux autres de s'exprimer dans un espace. Vous pouvez maintenant indiquer votre sens de compassion d'une façon que soit honnête, de façon que moi, je peux maintenant vraiment vous dire et trouver ces ressources dont j'ai besoin. Oui. Bien, bien. Bien. On a plein de questions venant du public, dirigées à Kat et Shannon. Quelles sont les pratiques hors de ceux qui étaient dans le traitement, vous avez trouvé qu'il était utile des autres thérapies, nourriture ou autres? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de ce côté en termes de pratique? Vous savez, toujours c'est l'exercice, vous savez. Par exemple, je veux sortir, je veux toucher, frapper une balle, tout genre de balle. Vous savez aussi, je suis écossaise. Et donc, je peux vous dire que c'est un peu trop âgé pour faire certaines choses. Mais je cherche à voir des gens très jeunes, 8 ans au plus. J'aime avoir des tout jeunes autour. C'est eux qui me transmettent de l'énergie. J'aide les jeunes filles à faire du softball. Et la raison pour laquelle je le fais, je vais prendre mon petit-fils le jour de Terry Fox, je l'amène dans la voiture, et il me dit, tu sais que Terry Fox a perdu sa jambe à cause du cancer et puis est décédé. Après quoi, il a dit, ok, allons manger de la crème glacée. Et moi, je venais de sortir du test. J'avais de l'anxiété et puis je devais aller manger de la crème glacée. Ça, c'est lui, c'est le petit-fils qui m'a ramené à la réalité que j'aimais, qui m'a enlevé du sens de l'anxiété qui me tracassait. Quand je regarde aux choses, à mes traitements, au rayon, comme vous l'avez entendu, c'est le fait que de retourner dans la nature, m'immerger dans la nature, passer du temps avec ma fille. Ça aussi, ça m'aidait. Vous savez, c'est très simple. Parfois, j'allais voir un médecin ou quelqu'un d'autre pour me donner des conseils.
C'était quand j'en ai besoin. Sadoc, aller parler à Cathy, parler à des autres personnes du groupe qui étaient passées par du cancer de la peau. Mais autrement, je buvais un peu de vin rouge, je mangeais ce que je voulais. Vous savez, je vivais ma vie comme je voulais. Après quoi, j'ai essayé lors de mon lycée, on m'a dit t'es foutu, tu vas pas survivre. Or, c'est pas ça qui s'est passé. Je me suis donc relié et je voyais toujours la valeur dans tout ça. Merci. Je pense que tu as une autre question ici. Quand on regarde à la diagnose, est-ce qu'il y a maintenant quelque chose qui marche bien? Si oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à ça? Quelque chose qui marche mieux maintenant qu'auparavant, qui peut nous aider, qu'on peut apprendre de cela? Le travail de Canal à examiner aux événements, ces initiatives qui consistent en les meilleures pratiques. Mais moi, je ne suis pas un oncologue, je travaille ailleurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est toujours la même chose. Vous savez, c'est pas parfait. Par-ci, par-là, on trouve des meilleures pratiques au Canada. Mais il y a vraiment des opportunités de façon telle où on peut apprendre ce qui marche bien. Et dans la recherche que je fais, il y a des exemples. Par exemple, on dit, voici la liste des meilleures pratiques. Et on intègre ça dans, par exemple, le travail que je fais. Mais ça, c'est parce qu'il y a un côté d'aide sociale. Et moi, je m'occupe d'aide sociale. Mais à nouveau, ça existe par-ci par-là, c'est parsemé. C'est pas quelque chose qui était rassemblé. On peut le trouver donc de cette façon. C'est ce que je peux dire parce que je ne viens pas du monde de l'oncologie. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment que d'aller regarder au rapport. Tu devrais inclure le lien quand on affiche le tout sur le site internet. Oui, c'est pas idéal en fait. Après quoi, quand on était en train de s'améliorer, poum, le SARS-CoV-2 de la Covid-19 nous est tombé dessus. Et on se retrouvait avec cette situation. Des gens maintenant qui étaient à la maison isolés. Vous savez, avec le cancer ou sans le cancer. Je peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé avec ces pauvres gens. Et maintenant, on se retrouve avec des gens qui disent que ces ressources sont maintenant très limitées. Même trouver quelqu'un d'une façon où on peut faire quelque chose, ça aussi c'est très dur. C'est pour ça que les organisations du cancer partout au pays essaient de trouver ces ressources, trouver les meilleures pratiques et les professionnels aussi pour qu'ils puissent s'occuper de ces gens. Une autre chose est que, parce qu'à cause du travail que nous faisons, c'est comme s'il y avait maintenant une reconnaissance du travail qui est psychosocial. Au moins les gens en parlent maintenant. Alors qu'auparavant, on ne le faisait pas. C'est vraiment quelque chose de nouveau, on n'en parlait pas. A fortiori, c'était même pas une priorité. Bien. Vas-y. L'autre partie, c'est que je ne vois pas toujours mon médecin, mais j'ai toujours eu un certain accès. Et je sais
qu'au début, il y a seulement quelques sessions dont ils ont besoin. Après quoi, ils vont travailler dans la communauté. Et ça, c'est à moins que on passe par des centres de santé mentale. Le coût que d'avoir un psychologue ou un psychiatre, mais plutôt un psychologue qui vous conseille est très cher. Et les gens n'ont pas les moyens. Et c'est pour ça qu'il faut passer par certains programmes. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de prohibitif. C'est beaucoup d'argent. Bien, merci. Autre question à Cathy et Shannon. Je ne me suis pas rendu compte que le mélanome peut passer à travers le placenta à un enfant qui se développe. Mais en 2016, j'ai eu le mélanome, on a vu ça grâce à la biopsie. Et j'ai eu 2 enfants en 2016-2017. Et je veux maintenant qu'on doit... Est-ce que je dois maintenant faire des suivis avec eux? Vous savez, je ne savais pas non plus que le mélanome se passe de la mère à l'enfant dans la mère. Et le médecin me l'a dit. Mon mari n'était pas là et le médecin m'a dit qu'il y avait une probabilité de 20% que ma fille allait maintenant développer le mélanome. Moi, j'en pouvais plus, j'étais débordé. Moi, je pensais, avoir le mélanome, c'était déjà fou. Et maintenant, je vais donner le mélanome à ma fille. Ça fait déborder le... C'était absolument faux. Oui, c'est comme ça. Dans d'autres cancers, c'est moins de 1%. Et quand on a eu ma fille, elle était bien sûr toute jeune quand on a essayé les premiers tests. Et on m'a dit qu'ils ont regardé, quand ils ont regardé les reins, et puis aussi la partie ventrale et pulmonaire. Et quand les enfants sont tout petits, les cellules se divisent si rapide que s'il y avait du mélanome là-dedans, on va le voir tout de suite. Et donc il a dit que on ne détectait rien. Après quoi, ils ont regardé au placenta. Là aussi, ils n'ont rien trouvé. Et c'est pour ça, on a suivi ma fille jusqu'à qu'elle avait presque 2 ans. Et on n'a jamais trouvé quelque chose. Et donc, si maintenant l'enfant est plus vieux, la seule chose que je peux dire, par exemple, tes enfants à toi, il faut que, et dans mon cas, ma fille va voir le dermatologue 1 fois par an. Mais, ça c'était mon problème à moi. Et puis le médecin m'a dit que on aurait vu le mélanome tout de suite. Et c'est très clair, c'est comme ça que ça marche. J'espère que ça aide. Dans ton cas aussi, s'il y a du cancer, on le voit tout de suite. Et on peut continuer une autre fois. Bien. Il y a un commentaire. Fantastique discussion. Est-ce que tu peux dire quelque chose de bien? Ce que je veux dire, c'est la communauté. Quand on a trouvé le cancer, j'avais une famille incroyable et j'avais de la chance. J'étais marié. Ça faisait longtemps que j'avais été marié. J'ai travaillé pour une très belle compagnie qui avait un plan pour les personnes qui avaient des problèmes de santé. Donc j'ai pu quitter le travail pendant un certain temps. Mais je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont touché ma vie, toutes ces personnes-là sont retournées dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Et comme vous le savez, la communauté, les enfants de l'équipe de softball ou autre,
Ma communauté, maintenant, mes nouveaux amis sont, et je les aime maintenant, comme toute la communauté, ma famille, la communauté est vraiment quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça, le mot que je vais dire, c'est la communauté. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Pour moi, il y a ces problèmes. Quand je regarde les gens qui ont travaillé avec moi en ville, sur ce qui est important, et parfois on dit c'est des petites choses, car il y a aussi des petites choses qu'il faut considérer. Et on ne peut jamais penser à l'avenir. Il faut vivre le moment. Vous savez, comme on m'a dit, c'est important, c'est pas si c'est facile que de penser au millénium et qui te tue. Mais tu sais, dans 2 semaines, peut-être t'es plus là. Tu sors, bang, il y a un bus. Et puis tu tombes sous le bus. Donc tu penses au cancer, rien qu'au cancer. Mais il y a autre chose dans la vie. Or, tu dois vivre à chaque jour ce qui se passe chaque jour. Il faut remercier à chaque jour. Si on regarde ce qu'a... Tu sais, moi je voulais le frapper parce que je disais, tu sais, toi, tu t'es jaloux de moi, t'es fou, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu as une vue de la vie qui est si différente des autres personnes. Et c'est vrai, j'ai maintenant place de la valeur, la vie bien plus qu'auparavant, et la communauté, les rapports. Pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est des bonnes choses. C'est une bonne chose que d'avoir le cancer, c'est ça, si vous voulez. Ça, c'est enregistré, donc on va toujours vous envoyer le tout. Dernière question. Un programme. Quel est le programme que vous voulez voir quand on vous regardez aux patients qui passent par le mélanome? Je voudrais dire que il faut contacter ma fondation. J'allais dire la même chose. Si c'est pas ma fondation, toute autre organisation qui s'occupe de cancer, il faut aller les voir. Je pense qu'on a un rôle très important. Et je le dis, et cette équipe, je pense, vous savez, va maintenant faire du plaidoyer. Et c'est très important. Et vous n'allez pas voir ces personnes autrement, mais moi, je vais vous dire que il faut voir ça dans l'équipe. Ouais. Tout à fait. Il faut se relier. Si on regarde aux personnes qui étaient à notre mariage, et puis cette personne qui a remarqué ce que j'avais, et m'a dit, tu sais, ma tante, elle avait un peu de temps à vivre, elle est encore là, elle est passée par la fondation, ça a marché, et maintenant voir ce rapport, quand j'étais maintenant au stade numéro 3, j'ai compris que je pouvais maintenant devenir saine à nouveau, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. All right. Well, we'll end it here. I want to say a huge thank you to our 4 presenters for sharing your insights with us. I really appreciate your time today and in preparation for the session.
We know how important it is to Canadian On patients sait que c'est and important caregivers to pour have les the Canadiens opportunity to hear the stories of people who have d'avoir gone through similar l'opportunité d'entendre experiences ces and to histoires create space for these types of conversations. et pour And to our créer attendees, de thank you for l'espace. attending the Merci webinar. bien. Again, the session was recorded. I will be sending it to C'est everyone who enregistré, je vais registered as soon as l'envoyer à tout le possible. monde It will also be on our YouTube le channel plus in French possible. and English Ça va être sur and le be on canal our website. YouTube dans les deux If you langues. have any additional questions, Si vous please avez email myself des autres at questions, envoyez-les-moi par marianne@saviorskin.ca. courriel à So thank you so much for marianne@saviorskin.ca. watching, and this ends the webinar. Merci pour votre aide des nôtres. Ciao. Good night, Merci. everyone. Thank you.